Madame, Monsieur, bonsoir. Au menu de questions écho ce soir, les défis et les chantiers de l'enseignement supérieur au Maroc. Beaucoup de changements sont entrepris pour redonner à l'université marocaine ses lettres de noblesse et pour réussir le pari de réduire la dissonance entre le monde universitaire et celui du travail. Car en chiffres, au Maroc, 47% des étudiants quittent l'université sans aucun diplôme et près de 20% des licenciés restent au chômage. Peu encadré, beaucoup d'étudiants décrochent en effet. Et pour ceux qui décrochent le Graal de la licence, eh bien, ils peinent à trouver un emploi faute d'adéquation entre leur formation et le besoin du marché. Mais la tutelle entend réformer grâce à de nouveaux systèmes, dont celui du bachelor. Pour répondre à nos questions ce soir, j'aurai le plaisir d'accueillir depuis Rabat par Skype le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Dr Driss Ouaouisha, sera donc avec nous ce soir. Bienvenue à toutes et à tous. Mais avant d'établir le contact avec notre invité, tout d'abord, plantons le décor. Durant la pandémie, eh bien, l'enseignement supérieur au Maroc a dû, bien sûr, comme dans d'autres pays, s'adapter aux contraintes sanitaires. Il a aussi dû réadapter un ensemble d'outils et de logistique et se mettre à la page des nouvelles technologies pour assurer un enseignement à distance de qualité. Mais avant de parler de tout cela, retour d'abord avec Ala Abnani sur les chiffres phares de l'enseignement supérieur au Maroc. Regardez. 12 milliards et demi de dirhams, c'est le budget qui sera alloué au département de l'enseignement supérieur pour 2021. En moins de 10 ans, ce budget a été augmenté de 44%. Aujourd'hui, le Maroc compte 147 établissements universitaires dont 80 sont à accès limité. Au titre de l'année universitaire 2020-2021, 11 nouveaux établissements ont ouvert leurs portes. En termes de performance académique pour l'année 2020-2021, 13 universités marocaines figurent dans le classement universitaire par performance académique de l'Université technique du Moyen-Orient d'Ankara. Par ailleurs, l'université Mohammed V de Rabat est en tête du peloton national. Du côté des classes préparatoires, une trentaine d'établissements publics préparent aux grandes écoles. En parallèle et dans le privé, 37 autres écoles proposent une formation similaire. En chiffres toujours, les bancs des universités marocaines comptent 659 000 nouveaux inscrits pour l'année universitaire 2020-2021 sur un total de plus d'1 million d'étudiants. Cela dit, ces étudiants restent peu encadrés avec seulement un enseignant pour 63 étudiants dans les universités publiques. Sur le volet appui financier, le budget alloué aux bourses d'études est passé de 1,6 milliard de dirhams en 2017 à 2,39 milliards de dirhams en 2021. Ce budget a permis l'octroi de 155 000 bourses supplémentaires pour atteindre quelques 400 000 étudiants boursiers. Enfin, sur 1 079 000 étudiants, pas moins de 858 000 poursuivent leurs études dans des établissements à accès ouvert, ce qui représente 80% de la population estudiantine totale. Et avec nous depuis Rabat par satellite, Driss Ouaouisha, ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Bonsoir, monsieur le ministre Ouaouisha. Bonsoir Khadija et merci de l'invitation. Merci à vous de l'accepter et d'être avec nous et pour répondre à nos questions ce soir. Alors, actualité oblige, commençons peut-être par la plus récente, celle concernant le budget qui a été dédié par la commission d'investissement pour l'enseignement supérieur. On parle de combien et pour quel objectif ou comment sera dépensé ce budget alloué par cette commission des investissements dans le cadre de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique? Alors, sur l'enveloppe globale approuvée avant-hier de 11 milliards de dirhams, 11 milliards plus de dirhams, il y a 1 milliard 800 millions de dirhams qui ont été réservés à l'enseignement supérieur. Il s'agit de la création d'un campus complet intégré dans la ville de Salé, se concentrant sur les études politiques, économiques et de gestion. Mais c'est un campus intégré qui commencera avec ses spécialités et qui se développera vers d'autres domaines selon les priorités nationales et les priorités du campus.
On vient de le suivre, professeur Ouaouicha, monsieur le ministre. Il y a eu donc un petit rappel des principaux chiffres concernant le secteur de l'enseignement supérieur au Maroc, et notamment en termes de nombre d'établissements. Alors, une vingtaine d'établissements devraient voir le jour sur les 3 ou 4 prochaines années. Parlez-nous de ces établissements. Est-ce qu'on parle que du secteur public ou c'est mixte entre secteur public et secteur privé ? Alors, il s'agit du secteur public. On envisage la création de 21 établissements, 12 à accès ouvert et 9 à accès régulé. Et ces établissements, c'est des propositions d'universités et qui passent par la commission de la coordination de l'enseignement supérieur au ministère, où tous les stakeholders, les intéressés, les concernés, les parties intéressées concernées sont représentés. Donc les 21 ont été approuvés. Et la plupart d'entre eux, ils vont être créés dans un cadre de partenariat avec les régions, avec les autorités, et les autorités locales et les élus locaux, en respectant les nombres qu'il faut pour créer un établissement universitaire, en respectant la composition des universités en termes d'institutions pour compléter là où il y a besoin, et en respectant aussi les besoins locaux pour une certaine équité territoriale, pour que les petites villes où il y a plus de 1500 bacheliers, où il y a un nombre considérable, et pour ce nombre, on essaye de rapprocher un établissement qui dépend de l'université mère. Je rappelle que nous avons 12 universités publiques et c'est dans le cadre de ces 12 universités qu'on crée des antennes et des entités d'établissements en réponse à la demande des universités, de ces 12 universités. Donc il s'agit d'universités publiques. Pour le privé, il y a une quinzaine d'établissements qui ont été soumis au ministère et sont dans le process d'approbation. Très bien. Nous avons parlé université, parlons à présent formation. Et c'est d'actualité également, ce nouveau système bachelor en remplacement, n'est-ce pas, celui de LMD, licence, master, doctorat. Alors, quel est le mode opératoire d'abord de l'application de ce mode bachelor et quelle différence entre, ou rappelons d'ailleurs pour nos téléspectateurs, la différence entre le mode bachelor et celui du LMD. Alors, l'idée de réformer justement le programme de liche ou le premier diplôme universitaire est venue d'une rencontre qui a eu lieu encore avec tous les stakeholders, toutes les parties intéressées et concernées, et cette réunion qui a eu lieu en 2018 à Marrakech. Et là, le thème central était la réforme du programme de la licence. Il faut dire que les motivations pour cette réforme peuvent être résumées en 3 ou 4 points, mais il y a d'autres raisons. C'est essentiellement la massification dans les établissements à accès ouvert, où il y a plus de 80% des 1 million d'étudiants qui a été mentionné dans la présentation. Et à cause de la massification, il y a un manque il y a une qualité faible et des déperditions qui ne sont plus tolérables, car, comme elle a été mentionnée dans la présentation, aux alentours de 50%, la moitié partent les mains libres, quittent la faculté, les mains vides plutôt. Et à cause de ça, il y a des frustrations à tous les niveaux, au niveau des enseignants, au niveau des étudiants, des parents, des administrations, parce que la moitié des efforts n'aboutissent à rien. Et donc, la réforme a été lancée et après plusieurs réflexions, on a abouti justement à une conception de bachelor. Et pour le bachelor, c'est une structure, une architecture qui se base sur une année fondatrice qui assure la transition entre le secondaire et le supérieur. Et par conséquent, on réduit les déperditions la première année où on perd en général autour de 17% des étudiants qui quittent l'université le premier semestre ou le deuxième.
Et donc cette année fondatrice se compose d'enseignements qui renforcent les capacités de l'étudiant et qui l'aident à réussir son parcours universitaire, lequel parcours est établi avec la participation de l'étudiant. Donc il commence par les skills, les habilités, en commençant par les study skills. C'est les habilités pour réussir le parcours universitaire. C'est les skills for success, les skills qui vont l'aider à réussir son parcours universitaire. Et on passe aux soft skills et aux civic skills, et puis on finit par des professional skills. C'est-à-dire que la philosophie du bachelor est basée sur, d'une part, le savoir, les connaissances, les apprentissages, et d'autre part, c'est les skills, les habilités qui le préparent à la vie après l'université, mais aussi à la vie pendant l'université pour la réussir et être prêt pour après l'université. C'est un système qui est basé sur les crédits, et donc les crédits accumulés, l'étudiant est à même de capitaliser sur ces crédits, et il peut continuer sur son parcours, son chemin, comme il peut, si c'est nécessaire, changer de parcours et garder les crédits accumulés, les crédits validés. Donc ce système de crédits permet aussi la transférabilité de ces crédits, que ce soit vers une autre filière dans la même université ou une autre filière dans une autre université. Et notre espoir, c'est de pouvoir établir la convertibilité avec les crédits internationaux, comme en Europe ou dans le monde anglo-saxon, où il est possible de transférer ces crédits. Et les crédits sont établis sur des modules qui respectent des standards et des pratiques internationales pour que cette convertibilité et cette transférabilité soient garanties. Oui, il faut dire que l'étudiant participe au choix je me permets de vous interrompre cours. si vous le permettez. Donc, on suit un cursus dans un modèle, on va le dire, francophone jusqu'au bac. Et là, on bascule vers un modèle anglo-saxon. Est-ce que vous ne pensez pas que justement tous ces skills, ces apprentissages, notamment en méthodologie de travail ou d'apprentissage, qui sont les study skills ou tous les autres modules que vous avez cités, ne pensez-vous pas que c'est le rôle du lycée, ça se passe avant de passer à l'enseignement supérieur? Est-ce qu'il y a peut-être moyen de revenir un peu dans le temps, ou en tout cas dans le cursus de l'étudiant, pour inculquer et peut-être mettre ça dans un programme d'apprentissage qui commence bien avant le baccalauréat, pour qu'il y ait une continuité justement de l'enseignement? Je pense qu'il y a une réflexion engagée au niveau de l'éducation nationale pour améliorer aussi la rentabilité et le rendement. Mais ces skills dont on parle, effectivement, c'est des skills pour l'enseignement supérieur, des skills pour l'université, et qui sont pratiqués aussi dans les universités anglo-saxonnes. C'est la philosophie et l'esprit qui est anglo-saxon, mais la langue d'enseignement reste ou l'arabe ou le français, avec un renforcement des langues étrangères, que ce soit l'anglais, l'espagnol, le mandarin. Il y a une exigence dans ce système, dans ce projet, effectivement, des étudiants pour apprendre 2 langues étrangères. Et on veut que quand l'étudiant sorte avec le bachelor, il a confiance en soi-même, il est capable de gérer des situations, que ce soit d'entretien pour emploi, que ce soit de travail en groupe, mais aussi de travail en groupe à l'international, où il est capable d'utiliser le français, l'anglais, une autre langue étrangère, pour pouvoir s'accommoder, pour pouvoir s'intégrer dans un milieu professionnel, multilingue, multiculturel. Donc, c'est vrai, les élèves, s'ils arrivent déjà avec un capital en langue et en soft skills, on peut aller plus loin dans le domaine, mais c'est des pratiques universitaires qui se font dans les universités anglo-saxonnes. Les study skills et les langues étrangères, c'est des atouts qui renforcent la discipline choisie par les étudiants. Les modules disciplinaires restent riches et importants.
Mais l'intelligence émotionnelle, le savoir-être, le savoir-faire sont des atouts additionnels qui préparent l'étudiant à la vie après l'université. Très bien. Est-ce que, justement, parce que la question de la langue a soulevé beaucoup de débats, n'est-ce pas, professeur Wawisha, comment, justement, dépolitiser cette question de la langue dans l'enseignement supérieur, notamment? Et pourquoi vous avez parlé de français et d'arabe? Et on sait que l'anglais, aujourd'hui, est beaucoup plus présente sur le marché du travail et notamment vers les nouvelles technologies. Est-ce qu'on ne pourrait pas aller vers un enseignement dans cette langue-là, comme un peu dans le mode anglo-saxon, et adopter l'anglais comme langue officielle dans nos universités, notamment pour les matières scientifiques, professeur Wawisha? Oui. La philosophie du bachelor est basée en grande partie sur les choix de l'étudiant. Et donc, notre rôle, c'est de lui proposer un cadre où il y a divers choix et c'est à l'étudiant de choisir. Donc, on veut renforcer la langue étrangère, on veut renforcer l'anglais, mais on laisse à l'étudiant, effectivement, le choix d'étudier en arabe, en français ou en anglais, tout en sachant que nous avons des contraintes qui sont réelles. Les sciences chez nous, les sciences d'ingénieurs, les sciences médicales sont enseignées en français et c'est la formation, c'est les compétences des enseignants aussi. Et là, à ce niveau, ce qu'on veut faire de l'anglais, c'est lui donner un atout supplémentaire, pas un atout de remplacement. Il ne s'agit pas de remplacer le français par l'anglais, mais d'enrichir les capacités linguistiques de l'étudiant en lui ajoutant une autre langue. Ceci dit, il y a des filières ou des cours qui peuvent être offerts en même temps en français, en anglais, en arabe et en anglais, et c'est à l'étudiant de choisir de l'apprendre en anglais ou de l'apprendre en français ou en arabe. Mais l'important, je pense, c'est que nous sommes dans un milieu multilingue. Il faut renforcer ses compétences, ses habiletés linguistiques à un niveau universitaire où ils peuvent utiliser la langue en parlant d'un contenu universitaire et d'un contenu professionnel. Mais je voudrais peut-être m'arrêter aussi avec vous, puisqu'on parle digitalisation, professeur Wawisha, sur ce projet de plateforme numérique accessible aux futurs bacheliers. Bien sûr, on le disait en introduction, il y a cette question d'encadrement et d'orientation pour les étudiants qui manquent aujourd'hui dans nos universités. Où en est le projet de cette plateforme numérique qui, justement, est censé également orienter les étudiants vers les bonnes filières à choisir selon, bien sûr, leurs notes et les appréciations dans leur bulletin. Est-ce que la plateforme numérique est prête ou sera-t-elle prête bientôt? Très bien. Alors, je dois d'abord dire que les professeurs, pendant la pandémie, ont fait preuve d'un degré très élevé de solidarité et de sacrifice. Et il faut dire qu'avec le confinement, les professeurs ont utilisé tous les moyens pour faire parvenir les cours aux étudiants dans la sûreté et le confort de leur domicile. Et pendant cette période, pas moins de 120 000 contenus digitaux ont été produits. Et effectivement, nous sommes en train de travailler sur une plateforme que nous avons déjà utilisée pendant la rentrée universitaire 2020-2021 pour les établissements à accès régulé. Donc, c'est une plateforme d'orientation. Et ce qu'on veut généraliser justement pour l'accès ouvert, c'est la plateforme d'orientation qui oriente l'étudiant en se basant sur les points forts pour maximiser ses chances de réussite et réduire les chances d'abandon et de déperdition. On compte l'utiliser à la rentrée prochaine justement pour les accès ouverts. Mais on a fait l'expérience avec les accès régulés cette année et on a appris, on a tiré les leçons qu'il faut. Donc on va avoir une plateforme plus performante. Je dois dire aussi qu'avec l'établissement, avec la fondation OCP, il va
y avoir un data center très performant et très puissant qui peut abriter justement les contenus pédagogiques de tout le Maroc et donner accès aux étudiants. Donc c'est une plateforme qui va être inaugurée cet après-midi même, c'est une coïncidence, et qui va être inaugurée et mise à la disposition des universités publiques et des universités marocaines au bénéfice des étudiants. Je disais qu'avec la NRT, les deux projets Campus Connecté, et il y a un appel à proposition pour les grands providers des télécoms pour nous faire des propositions que nous devons choisir et déterminer entre avril et mai pour qu'ils soient fonctionnels à la rentrée prochaine. C'est de rendre possible l'accès aux étudiants à tous les matériaux digitalisés de leur université à partir de l'intérieur du campus comme de l'extérieur du campus. Et pour pouvoir accéder à l'extérieur du campus, on est en train de parler justement avec les providers des télécoms pour nous proposer un programme et un prix étudiant qui est encourageant et qui permet à l'étudiant justement l'accès à ces contenus. Donc vous êtes également, n'est-ce pas, secrétaire général de la Moroccan British Society, secrétaire de l'Euromed Permanent University Forum. Je parlais actuellement de coopération internationale et notamment dans le volet recherche scientifique. Est-ce qu'il y a des chantiers et des projets dans ce sens pour rapprocher les universités marocaines de leurs consoeurs étrangères? Si c'est oui, dans quel pays, avec quel pays et pour quelle filière? Effectivement, nous avons de la coopération dans le domaine de la recherche scientifique avec un nombre de pays. Là où nous avons le plus de coopération, c'est avec les pays européens. Il nous reste, nous avons un peu de coopération avec les pays asiatiques, le Japon, la Chine, la Malaisie, Hong Kong, mais on voudrait avoir plus. Il y a quelques projets de collaboration avec les États-Unis, mais pas autant qu'on voudrait. C'est un domaine sur lequel nous devons travailler davantage. On ouvre les portes, mais le gros de la collaboration internationale, et je pense que nos professeurs travaillent très bien avec les pays européens, je pense qu'il y a une bonne satisfaction. Nous sommes classés premiers en Afrique aujourd'hui sur les projets financés par l'Union européenne. Donc, les professeurs et les universités marocaines font du bon travail dans ce sens. Nous avons des opportunités, de grandes opportunités en Asie sur lesquelles nous devons travailler et en Amérique. Les domaines de la santé, le domaine de l'environnement, le domaine de l'eau, de l'énergie et les domaines des technologies sont des domaines de préférence pour nos chercheurs où nous avons réalisé effectivement des collaborations significatives. On va terminer, Ceci si dit, vous le permettez. La mobilité et la coopération internationale. Oui. Je vous laisse peut-être terminer votre idée. La collaboration où le département et les universités font du très bon travail, c'est la mobilité estudiantine où nous recevons à peu près 1700 étudiants par an et nos étudiants, c'est entre 2000, plus de 2000 étudiants qui partent. Donc la mobilité dans les deux sens, estudiantine, même dans le domaine de la recherche, les étudiants doctorants, est significative. Il y a encore du terrain pour l'améliorer. Certainement. Et améliorer aussi, on va terminer par la fin justement d'un cursus qui est supposé trouver un emploi. Donc c'est un chantier qui a été bien sûr déjà entamé, mais concrètement, à quand on pourrait s'attendre à une meilleure adéquation sur le terrain entre
les formations suivies dans les universités, sur les bancs des universités marocaines, et le marché de l'emploi et le marché du travail et ses besoins qui ne cessent de changer tout le temps, et en sachant que, eh bien, selon un cabinet de recrutement, juste pour rappeler des chiffres, les demandes en bac plus 3, par exemple, ont diminué de 33%, et ceux en bac plus 4, ces demandes ont augmenté de près de 50%. Est-ce qu'aujourd'hui, ces défis-là sont pris en compte par la tutelle? Si oui, pour quelle solution? En effet, dans l'architecture et l'approche du bachelor, l'éventuelle employabilité de lauréat est très importante. Et c'est pourquoi, dès le départ, on implique l'étudiant dans le choix de son parcours pour développer l'esprit entrepreneurial. Et on aide l'étudiant à se développer soi-même avec les soft skills, et on finit par les professional skills à la fin, juste avant la sortie. Et en plus de ça, on encourage l'étudiant à créer sa propre entreprise. On a un cadre de l'étudiant entrepreneur et on encourage les étudiants à créer des startups, développer des idées et créer des startups. Ces approches, nous pensons, sont importantes, mais pas suffisantes. Donc, dans la conception des nouvelles filières, on encourage les enseignants à travailler avec les partenaires socio-économiques pour l'établissement des filières qui répondent aux priorités nationales et qui répondent aux besoins de la société. Et ceci va faciliter l'insertion des lauréats à la fin, au bout du parcours. Très bien. Merci beaucoup. Merci, professeur Drissou Aouisha, ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, d'avoir répondu aux questions de Médien TV. Merci. Merci, Khadija. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci. Voilà, c'est la fin de Questions Écho. Je vous souhaite une très bonne soirée et un excellent week-end à toutes et à tous.